Est-ce que tout le monde voit la présentation PowerPoint d'aujourd'hui qui commence par gestionnaire de version, leçon 7? Ouais, mais pas entièrement. A. C'est comme coupé De quel côté? du côté droit. Ben, moi, ça va, je vois parfaitement. OK. Ça t'empêche-tu de lire? Non, Donc, on va procéder. Je vais par la suite créer un répertoire Google partagé, parce que vous avez sûrement remarqué, si vous avez eu à vous connecter au collège, que Léa, ça va pas bien, les Mio, ça va pas bien, GroupWise, ça va pas bien. Alors, je vais juste vous dire, je vais publier un répertoire Google que je vais diviser, puis je vais vous envoyer par Mio le partage. Oups, bouge pas, je pense que j'ai des participants qui se joignent à nous. Bonjour à tous les nouveaux participants. Et je voudrais juste vous rappeler, par politesse pour tout le monde qui arrive là, que c'est plus simple si tout le monde rentre à 4 heures à l'heure du cours prévu, puis ça va nous permettre de finir à l'heure. Je comprends que ce n'est pas toujours facile. Il y en a d'entre vous là, qui partagent des ordinateurs. Je salue votre courage, mais il faut aussi penser aux autres qui se présentent. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir un peu, c'est Git. Et j'avais fait un petit sondage rapide. Il n'y en avait pas beaucoup qui avaient eu la chance de travailler avec Git auparavant. On va donc regarder Git, c'est un gestionnaire de version. Et on va voir qu'est-ce que ça fait, un gestionnaire de version. Donc, les objectifs pédagogiques de la leçon d'aujourd'hui, c'est comprendre l'utilité d'un gestionnaire de version, savoir c'est quoi les deux grandes architectures de gestionnaire de version. Et vous allez voir dans la présentation, je vais utiliser GV pour gestionnaire de version. Ensuite, comprendre les avantages et les inconvénients de chacune des architectures de gestionnaire de version. On va apprendre c'est quoi Git, son architecture. On va apprendre les commandes de base. On va ensuite créer son premier dépôt Git, ajouter des fichiers, puis interroger l'état du dépôt. Donc, en résumé, vous allez être capable de répondre à la question, c'est quoi un gestionnaire de version? Pourquoi on utilise ça? Quelles sont les deux grandes architectures? C'est quoi les avantages et inconvénients de chacune des architectures? Donc, un logiciel de gestion de version, ça nous permet de garder un ensemble de fichiers avec tout ce qui a été fait sur ces fichiers-là dans le temps, dans l'ordre. Alors, ça vous est peut-être jamais arrivé, vous autres, d'avoir sauvé un fichier puis d'en avoir écrasé un, mais moi, je tiens à vous dire que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et là, vous allez faire un travail d'équipe, vous allez avoir besoin de partager des versions et ça va être important de savoir qui a fait quoi puis à quel moment. Et un logiciel de gestion de version, c'est à ça que ça sert. Vous allez être capable toutes les deux de travailler sur un dépôt et de voir s'il y a des problématiques. Si jamais même il y en avait, bien, vous allez être capable de répondre à ces questions-là. Donc, avoir le suivi de toutes les versions du code source, même s'il y a plusieurs fichiers, c'est tout attaché ensemble. Ensuite, chaque fois que vous faites un changement à ce fichier-là, puis que vous le sauvegardez dans la base de données de gestionnaire de version, vous allez être capable de voir qui a fait le changement, puis qu'est-ce qui a été ajouté. Vous allez, si jamais tu programmes, tu développes, tu sauvegardes, puis tout d'un coup, ce que tu as fait, c'est plus bon, tu veux revenir en arrière, bien, tu vas être capable d'aller récupérer des versions antérieures. Si tu es deux à travailler sur le même fichier, tu vas même être capable de visualiser s'il y a des conflits. Et après ça, tu vas être capable de dire, OK, je garde les changements dans le fichier 1, les changements du fichier 2, et tu vas être capable de, on appelle ça fusionner, prendre les changements de deux personnes puis les mettre dans le fichier final. Donc, on va avoir tout au long du cours des petits caouts. Et là, je vais partager mon écran caout. Ça va être plus facile.
Alors, je reviens ici. Je prends mon petit caout sur Git. Teach. Classique. Et maintenant, je partage mon écran. Oh, la petite musique. Share screen. Maintenant, est-ce que tout le monde voit le caout? Ouais. Pour ceux qui sont arrivés plus tard, alors on va avoir des petites questions de revision que je vais faire avec Kahoot. Alors, vous pouvez, à l'aide de votre téléphone cellulaire ou à l'aide du site web kahoot.it, rentrer et taper le code d'accès que je vous ai partagé, qui est le 818-4439, que vous devriez de toute façon tout voir à l'écran. On est 18, allez, on est 24 dans la classe. Je vais atteindre le beau nombre de 20. Allez, allez, vous êtes capables? Hey, c'est vraiment drôle le nom que ça vous donne. C'est pas des noms qu'on choisit, c'est un peu nul. Oui, c'est au hasard. Je viens d'avoir le gorilla rouge qui vient de rentrer. « 818-4439. » « 23, eh bien, de toute façon, on est à peu près tout le monde. Je vais probablement juste rajouter ça dans le chat ici. J'ai mis le pin sur le chat au cas. Vous avez beaucoup trop de fenêtres ouvertes. J'ai plusieurs fenêtres visibles. Dans votre navigateur, on voit les fenêtres en haut, combien vous en avez ouvertes. Oh my God, oui, j'en ai un tas. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, on revise les 2, 3 petites questions, puis après ça, on repart. Feu. Eh bien, bravo! Et ça me permet en même temps de voir là, que Git ne permet pas que gérer les fichiers JavaScript. Ça peut même gérer vos fichiers Java. D'ailleurs, quand vous allez commencer à faire des projets Java, vous allez voir qu'à la session prochaine, les profs vont commencer à utiliser Git pour vous partager. Mais bon, c'est pas pire. On continue avec la deuxième question. Oh, on a une égalité ici entre Fearless Hawk et le Lucky Lemur. Feu. Prenez une chance.
vous aider. Il y a 2 bonnes réponses. 2. Ah! Eh bien, j'ai aimé la réponse parce que j'ai vu qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont nommé GitHub. Et effectivement, GitHub est basé sur Git, mais GitHub, ce n'est pas Git. En fait, GitHub, c'est un dépôt à distance. On va poursuivre. Gardez votre onglet ouvert, fermez pas votre Kahoot. On va maintenant poursuivre avec le PowerPoint. Je vais repartir le PowerPoint. Est-ce que vous voyez la présentation PowerPoint? Oui. Parfait. Donc, au niveau des systèmes de gestion de version, on a 2 grandes sortes. Dans un premier temps, on a le type d'architecture centralisée que vous voyez à gauche. Le dépôt de version anglais repository se trouve centralisé dans un serveur. Et vous, comme utilisateur, qui sont les stations qu'on a en bas, vous allez chercher dans le serveur centralisé une copie de fichier, vous la gardez pour vous, vous faites les travaux, et durant ce temps-là, il n'y a pas personne qui peut travailler sur cette copie de fichier. Elle est à vous. Imaginez-vous un peu le principe d'une bibliothèque. Fait que là, tes fichiers ne sont pas localisés sur ton poste. Tu développes, puis un coup que tu as développé des fichiers, tu les commits sur le serveur à distance, qu'on va appeler un dépôt. Et un coup qu'ils sont tous dans le dépôt, quand tu en as besoin, tu l'empruntes comme un livre, tu l'édites, après ça, tu le remets à jour. Puis quand tu le remets à jour, tu vas le reporter sur le dépôt, les utilisateurs peuvent s'en servir. Alors que si on parle d'un système de gestion distribué, on va avoir du côté droit. Souvent, on se crée un serveur central ou un dépôt distant. GitHub, c'est ça. C'est le dépôt qu'on peut partager à distance. Et vous, vous êtes chacun des petites bulles grises. Sur ton PC, tu demandes d'obtenir tout l'ensemble du dépôt. Tu peux travailler en même temps que quelqu'un travaille. Donc, le PC1, le PC2 et le PC3 peuvent travailler simultanément sur leur répertoire de travail. Puis après ça, ils vont repousser les changements dans le dépôt à distance. Puis quelqu'un va probablement avoir à résoudre les conflits. Mais ça nous permet, tout le monde, d'avoir notre petite copie du dépôt et de travailler sans s'inquiéter des autres. Donc, système de dépôt, système, de gestion de version centralisé. Dans les noms que vous pouvez entendre, parce que ça se peut que si vous allez en stage, vous entendiez ces noms-là, on les voit en bas. Le plus utilisé, c'est probablement Subversion, SVN. Il y a Microsoft Virtual Source Safe, qui est un autre produit centralisé qui est utilisé. Et on voit encore l'architecture. Serveur central, et là, les ordinateurs vont chercher non pas le dépôt au complet, mais simplement le fichier ou les fichiers qu'ils ont besoin pour travailler. Alors, le processus, quand on est dans un serveur centralisé, on voit ici, l'étape 1, c'est de faire un check-out, comme un peu quand tu vas à la bibliothèque. Tu veux prendre un livre, le réserver. Tu pars avec, tu vas le travailler sur ton propre ordinateur. On est à l'étape 2. Quand tu as terminé, tu rapportes ton livre à la bibliothèque. Et dans ce cas-là, il va être mis à jour dans le serveur,
pour que le prochain qui a besoin de travailler sur ce fichier-là puisse l'obtenir. Et naturellement, un peu comme dans une bibliothèque, ça va garder un registre de qui a utilisé quel fichier à quel moment. Mais la boîte rouge, ce qu'elle nous dit, et qui est important dans un système centralisé, c'est que du temps que toi, tu travailles sur un fichier, personne d'autre peut l'avoir. C'est comme une bibliothèque avec une seule copie d'un livre. Alors, le mécanisme utilisé, on appelle ça check-in, check-out. Check-out, c'est je prends la copie, je l'amène chez moi et check-in, je la remets. D'autres systèmes appellent ça un principe d'update et de commit, c'est le même mot. Donc, le check-out, c'est moi qui emprunte et le check-in, c'est quand je le retourne. Les avantages et inconvénients, c'est important que vous les compreniez. L'avantage d'un système comme ça va protéger les fichiers parce qu'il n'y a pas personne qui peut éditer le même fichier en même temps. Le principe qui s'apparente à la bibliothèque est relativement facile à comprendre, facile à utiliser. Et naturellement, on ne se retrouve pas avec plein de dépôts qui contiennent des copies. Donc, on a une meilleure utilisation de l'espace parce qu'on ne duplique pas tous les dépôts, seulement les fichiers dont on a besoin. Par contre, certaines de ces forces, c'est ça les inconvénients. C'est que oui, mais si on est trois à développer puis qu'il y a des fichiers qui sont centrales, qu'on a besoin tous les trois, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, étant donné que c'est un serveur et que tu as besoin du fichier à chaque fois pour le déposer, tu as besoin d'une connexion rapide. Et si le serveur ne fonctionne plus, bien, tu te retrouves avec toute l'équipe qui n'est plus capable de travailler. Il faut comprendre que c'est une orientation fichier par fichier. Et comme on va le voir, on va faire un petit peu de développement web. Puis dans du développement web, là, déjà une page web, habituellement, là, ça comprend au moins 3 fichiers. Notre fichier HTML, qui comprend l'architecture visuelle. On va avoir le CSS, qui va être comment on veut cette page-là, son apparence. Puis on va avoir le JavaScript, qui va être l'intelligence de la page. Oui, mais là, ça veut dire qu'à toutes les fois, il faudrait que sur un système centralisé, tu ailles chercher les 3 si tu veux travailler dessus. Puis là, ils ont des dépendances. Le fichier JavaScript A, il va être la page 1, le fichier JavaScript B va être la page 2. Et c'est très difficile de tenir compte de ces dépendances-là avec un système centralisé. Alors, maintenant, on arrive, par opposition au système centralisé, on arrive au système distribué. Dans le cas d'un système distribué, il n'y a pas seulement Git, là. Il y en a 2 autres qu'on voit ici. Tu as Mercurial, tu as BitKeeper, je m'excuse, il manque un petit T. Et là, il faut comprendre qu'on perd la notion de fichier. On travaille avec ce qu'on appelle un dépôt. Puis un dépôt, c'est un ensemble de fichiers. Le terme anglais, c'est repository. Alors, un repository, ça comprend tous les fichiers de mon projet. Fait que quand j'ai besoin de travailler dessus, je vais le chercher, je travaille dessus, puis je le repousse. Donc, on voit dans le petit diagramme, on peut avoir un dépôt centralisé. C'est le server computer en haut. Et on a 2 personnes qui travaillent ensemble, l'ordinateur A et l'ordinateur B. Et vous voyez qu'ils ont toutes les versions de fichiers. Donc, on copie là tous les fichiers et toutes leurs versions. C'est comme ça que ça fonctionne, un système de gestion de versions distribuées. Et là, le mécanique qu'on a besoin pour faire fonctionner ça, c'est un mécanique d'update commit. Donc, je travaille dans mes fichiers, je les place dans un endroit où ils vont aller se faire mettre à jour, puis après ça, je fais un commit, puis ça va pousser dans la base de données Git. Et si j'ai un dépôt à distance, on va aussi apprendre push pour pousser vers le dépôt à distance. Donc, ça a des avantages. Premièrement, si je n'ai pas d'Internet,
si j'ai pris la peine dans un premier temps d'amener les fichiers localement dans mon dépôt local, ben, je n'ai pas besoin de connexion pour être capable de travailler. Deuxièmement, moi, je peux avoir mon dépôt, puis la personne avec qui je travaille peut aussi avoir une copie du dépôt puis travailler sur l'ensemble des fichiers. Je n'ai pas besoin de lien vers un dépôt à distance. Les fichiers sont disponibles localement quand je vais avoir terminé. Je vais repousser ça sur le dépôt à distance. Well, cette flexibilité-là, elle a un coût. Et le coût, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'utiliser un produit comme Git qu'un produit comme Subversion, par exemple. Et ça va amener le plus gros de la complexité, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a plusieurs personnes qui ont édité le même fichier, comment je fais pour fusionner ou en anglais, faire un merge de ces fichiers-là. Et comment je fais aussi pour reculer, c'est pas simple. Alors on a encore notre développeur qui maintenant a décidé de travailler avec un système de gestion de version distribuée. Là, sa mécanique n'est pas la même. Premièrement, il commence en travaillant sur son code. Un coup qu'il a travaillé sur son... oui. Après ça, un coup qu'il a travaillé sur son code, il peut mettre à jour avec les dépôts de son ami. Hein, il va aller chercher les changements de la personne qui travaille avec l'update. Et quand il a terminé son travail, il va faire un commit. Et on voit maintenant, il y avait une boîte rouge précédemment qui disait ben, plusieurs utilisateurs ne peuvent pas travailler simultanément sur le même fichier. Dans le cas d'un gestionnaire de version distribué comme Git, il est possible que plusieurs utilisateurs puissent travailler sur le même fichier ou même le même ensemble de fichiers. Alors, dans ce cas-là, on est enfin rendu à c'est quoi Git? Ben, Git, premièrement, c'est un logiciel de gestion de version décentralisée. Ça veut dire que tu peux l'avoir sur ton ordi, puis travailler toi-même, puis tu n'aurais même pas besoin de te connecter nulle part. C'est un logiciel open source, donc en licence de logiciel libre, qui a été créé par Linus Torvalds. Y en a-tu qui savent c'est qui Linus Torvalds? C'est lui qui a inventé Linux en 2005. Oui, exactement. C'est un peu dans son prénom, en fait. Oui. Au moins, il n'a pas appelé Git Torvalds. C'est donc distribué selon une licence partagée. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous montrer Git? Parce que c'est une décision que j'ai prise. Avant, on utilisait au collège un logiciel de gestion de version qui s'appelait Subversion. Si vous regardez le petit graphique qui est devant vous, la ligne bleue, c'est Git. La ligne rouge, c'est Subversion. Et là, on est arrêté en 2017. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, pour diverses bonnes raisons, dont principalement la flexibilité, je vous le dis, c'est pas parce que c'était plus fun à utiliser, c'est juste parce que c'était plus flexible. Git a raflé les honneurs au niveau du logiciel de gestion de version. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer avec Git, puis tout au long de votre formation, avec vos cours, on va apprendre à utiliser Git au complet. Parce que Git, c'est vraiment un gros produit, là. Nous, on va juste faire une introduction dans le cours d'application web. Ici, c'est sur les questions dans Stack Overflow. Je ne suis pas sûr que c'est pas un peu floué, ça, comme question. Parce que, moi, je vous dis, Git, tu poses plus de questions sur Stack Overflow parce qu'il est plus dur à utiliser ou parce que le monde s'en sert plus? Je vous laisse imaginer la réponse. Alors, Git, maintenant, ça se compare à une BD pour vos fichiers de projet. Chaque fois que tu enregistres l'état du projet dans Git,
Parce que Git enregistre le projet au complet. Il va faire un instantané de ton espace de travail au moment où tu le prends, puis il va envoyer les fichiers sauvegardés dans la BD. Et si tu n'as pas modifié les autres fichiers, il va juste garder un pointeur. Il ne rechargera pas le fichier. Il va dire, OK, le fichier n'a pas modifié. Donc, si on regarde le diagramme, à la version 1, on a le fichier A, B et C. On a fait un commit pour générer la version 2. Et là, vous voyez, le seul fichier qui a été modifié, c'est B. A1 et C1 ne sont que des références au fichier original. Donc, et on continue en avançant. C1 a été édité et est devenu C2. Puis là, A1B, ce sont simplement des liens vers les fichiers. Puis on voit la version 4. C2, c'est un lien. B1, c'est le fichier B qui a été modifié. Et A2 a été modifié. Et ainsi de suite. Donc, on voit... Puis là, le terme projet, moi, quand j'ai commencé à travailler avec Git, c'était pas clair pour moi, c'était quoi un projet. Un projet, c'est simplement un répertoire dans lequel vous mettez vos fichiers de travail. On va faire du développement web et je vous l'ai dit, en développement web, on a besoin au moins de 3 types de fichiers. Les fichiers HTML, les fichiers CSS et les fichiers JavaScript. Donc, on se crée un répertoire de travail qu'on va appeler mon projet web, dans lequel on va créer chacun de ces fichiers-là et on va se servir de Git pour pouvoir suivre les modifications. On va faire une dernière diapo, puis après ça, un petit caout pour reviser. Alors, ça, c'est le gros avantage de Git. C'est la plupart des opérations ne nécessitent que des fichiers locaux. Parce qu'on a répliqué le dépôt, alors ça va super vite pour faire une sauvegarde. L'historique complet du projet est disponible. Pas juste le dernier fichier. Fait que quand tu as besoin d'aller récupérer quelque chose, ça se fait à vitesse d'éclair. Ensuite, les modifications entre la version actuelle et son état précédent sont gardées. Tu peux voir entre 2 commits d'un fichier les lignes qui ont été changées et si tu travailles à multi-utilisateur, même par qui ça a été changé. Pause. Maintenant, de retour à notre petit caout, je vais vous partager l'écran. New share, caout, share. Tout le monde est prêt pour la prochaine question? 1, 2, 3, c'est parti. Oh, et maintenant, c'est le super hamster qui est passé devant. Vrai ou faux? Aha! Un système de gestion version centralisée. Pas comme Git, là. Centralisé, ça ne permet pas l'édition simultanée. Donc, pensez, système de gestion centralisé, vous pensez à la bibliothèque qui a une seule copie de chacun des livres. Quand je m'en vais en chercher un et je veux l'éditer, il n'y a personne d'autre que moi qui peut le lire. Oh, Nimble Zebra vient de monter, mais Mighty Wallaby est en 2e position, puis 3 bonnes questions. Lâche pas, Wallaby! 1, 2, 3, prochaine question. Quel est l'intrus? Un gestionnaire de version permet de... Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.
vous reste encore 55 secondes pour choisir les bonnes réponses. Durant ce temps, moi, je vais aller créer le répertoire. Eh bien, tout le monde a terminé. En fait, toutes les réponses étaient bonnes. Un gestionnaire de version, ça permet de savoir qui a fait quelle édition. Ça va permettre de fusionner des changements apportés si plusieurs personnes ont modifié le même fichier. Ça va permettre de voir les conflits, donc qui a fait quoi à quel moment en même temps, et ça va même nous permettre de récupérer les versions antérieures. Et c'est chaud. Prochaine question. Les gestionnaires de version centralisés se comparent à quoi? Il n'y a pas plusieurs bonnes réponses. Yes! Un gestionnaire de version centralisée, ça se compare à une bibliothèque. Alors, quand je prends mon fichier, personne d'autre peut y toucher. Quand j'ai terminé, je le rapporte. Puis l'épicerie, j'aurais peut-être pu donner des points parce que quand je me prends un oignon, il n'y a pas personne d'autre que moi qui va la prendre, cet oignon-là. Donc, ce n'était pas nécessairement une mauvaise réponse. Les GV décentralisés cette fois-là, comme Git, sont. Il reste une seconde. Il y avait plusieurs bonnes réponses. Premièrement, décentralisé, pourquoi ce serait plus rapide? Y a-t-il quelqu'un qui veut risquer la réponse dans le chat du groupe? Pourquoi est-ce que décentralisé, c'est plus rapide? Où est-ce qu'il se trouve le dépôt que je travaille avec quand je suis décentralisé? Exactement ça. Victor, tu as raison. Tout le monde a sa propre copie. Donc, quand je viens pour faire quelque chose, ça va vite. Le fichier il est déjà présent. Plus difficile d'utilisation, vous allez le voir un peu. Il faut connaître pas mal d'affaires pour être capable d'être confortable avec Git. Prochaine question. Wow, Mighty Wallaby, là, 6 questions correctes de suite. Un vrai ou faux? Le système de gestion de version centralisée empêche l'édition en même temps. Si vous ne saviez pas, dans un caout, plus tu réponds vite, plus tu as de points. Bon. Là, ça fait 2 fois la même question, mais posée différemment. Alors qu'on se comprenne, une gestion de version centralisée, c'est ma bibliothèque. Bibliothèque centralisée. Alors, si tu as juste une copie d'un livre, puis que tu l'as pris, personne d'autre peut l'éditer. Et c'est le zèbre qui est là avec 8092 points. Bravo, zèbre. Git est. Qu'est-ce que c'est, Git? Qu'est-ce que c'est?
Il y avait plusieurs bonnes réponses, puis je vois que ça allait bien. Oh, merci beaucoup à celui ou celle qui a dit que ça a été créé par moi durant la pause de la COVID. J'ai commencé à travailler sur la prochaine version, mais je n'ai pas eu assez de temps. Alors, effectivement, il est open source. C'est un système de gestion de version distribuée et il est assez complexe que votre prof est obligé de vous donner un cours. 4, 3, 2, 1 pour la prochaine. Oh, le zèbre a pris les devants avec 8 bonnes questions en ligne. Wouhou! Go zèbre! Dans votre installation locale, qui est l'intrus? Dans votre installation locale, qui est l'intrus? J'aurais dit GitHub. Alors, en fait, ceux qui ont dit GitHub, vous aviez raison. On vous a enlevé des points pour rien. Alors, on va justement parler de c'est quoi qu'on a dans une installation locale de GitHub. Donc, on reprend à partir de la slide courante. On partage le desktop numéro 2. Share. Donc, la plupart des opérations Git se font localement. L'historique est tout là. Puis les modifications introduites dans la version d'un fichier peuvent être recherchées. Ça, là, vous devez avoir dans votre tête les 3 du centre. Parce que ce qui est de la remise, on ne s'en servira pas beaucoup, mais ce qu'on doit comprendre, c'est quoi l'espace de travail, c'est quoi l'index, c'est quoi le dépôt local. On voit encore Kahoot. Vous êtes encore sur Kahoot? Quelle horreur! Merci beaucoup de nous l'avoir signifié. Ici, qu'est-ce que ça dit? C'est mieux. All right. Alors ça, c'est le diagramme que vous devez connaître sur le bout de vos doigts, les 3 rectangles du centre. Puis, y a-t-il quelqu'un qui veut s'essayer sur le rectangle à l'extrême droite, dépôt distant, ce serait quoi selon vous? Un dépôt, mais de très très loin. Oui, en fait, c'est GitHub. Là, ce qu'on va apprendre dans le cours aujourd'hui, puis qu'on a appris, ça va vraiment être les 3 du centre. Donc, tu peux avoir un Git local, puis par la suite, on va apprendre à le synchroniser avec un dépôt distant, soit entre autres GitHub. Et là, je vous montre aussi les appellations anglaises. C'est la même chose, mais avec la nomenclature anglaise. Donc, on a le workspace, l'index et le repository local. Workspace, c'est l'espace de travail. C'est en fait votre répertoire sur votre ordi où vous créez vos fichiers de code source, HTML, JavaScript, CSS. Suite à ça, vous dites à Git, Git, suis-moi ces fichiers-là. Il va les mettre dans une liste qu'on appelle l'index ou le staging area. Et ensuite, vous dites git commit, il va vous pousser ça dans votre dépôt local. Donc, la zone de travail, oubliez la remise là, qui est à gauche, je vous le dis, ce n'est pas important.
la zone de travail, c'est l'endroit temporaire où tu mets tes fichiers. La remise, c'est une place pour les cacher, pour pas que Git se touche, même si tu y as dit. L'espace de travail, lui, c'est ton répertoire sur ton fichier. Puis pour ceux d'entre vous qui travaillent avec Windows, là, ça va avoir l'air de C:\user addid projet mes fichiers SQL, par exemple. L'index, c'est la liste des instantanés des prochains fichiers qui vont faire l'objet d'un commit. Donc, c'est rien d'autre qu'une liste de fichiers que quand vous faites commit, Git va les prendre puis il va les sauvegarder dans sa BD. Le dépôt local, c'est un sous-répertoire dans ton espace de travail qui va s'appeler .git et qui va comprendre toute la base de données de Git. Ça veut dire tous les fichiers, toutes tes versions, tous tes changements. Dépôt distant, ça je vous le dis, le meilleur exemple, c'est GitHub. Donc, dans Git, avant de sauvegarder un fichier, il va calculer une somme de contrôle. Et c'est étrange, et c'est là que je vous dis, Git, ce n'est pas nécessairement simple d'utilisation. En fait, tu vas voir cette somme-là, qui est un hash SHA de 40 caractères hexadécimales, là, qui est cette espèce de long nombre-là là, que tu vois. Puis quand tu vas faire des actions dans Git, regarder le statut d'un fichier, le sauvegarder, tu vas toujours avoir référence à ce nombre-là qu'on va appeler le commit number ou le numéro de commit. Un coup que tu l'as commité, puis qui a généré cet étampe-là, puis qui a copié le fichier dans le BD de Git, fais-toi-en pas, tu vas toujours être capable de le récupérer, surtout si tu t'es synchronisé avec un dépôt à distance. Un coup que tu édites les fichiers dans ton répertoire local, ceux que tu suis, ils peuvent être dans 3 états. Soit validés, soit modifiés, soit indexés. Validé, ça veut dire que ton commit est fait, tes fichiers sont dans Git, puis tout est beau. Modifié, ça veut dire que tu as changé le fichier, mais il n'est pas commité. Puis indexé, ça veut dire que tu as dit à Git, suis ce fichier-là. Là, je comprends qu'il y en a qui vont me dire, monsieur, ça devient de plus en plus flou. Faites-vous-en pas. Au prochain cours, j'ai un laboratoire où est-ce qu'on va faire chacune des opérations et le temps va nous le permettre, on ne finira pas trop tard, mais on va pouvoir travailler avec Git aujourd'hui. Alors voilà, ça c'est les 3 endroits que je vous ai dit de vous souvenir que vous devez comprendre. Working Directory, ton espace de travail, c'est ton fichier sur ton disque, C2 // mon projet. Staging Area, tu as dit à Git, avec la commande qu'on va apprendre, s'appelle git add, suis tel et tel et tel fichier. Puis un coup que tu vas vouloir les suivre, tu vas faire un commit, et ça va prendre la liste des fichiers que tu as dit à Git de suivre, puis ça va les envoyer dans la base de données de Git. Donc, le répertoire .git, c'est l'endroit où Git stocke toutes les données. Le répertoire de travail, c'est une extraction unique. Donc, l'historique est caché. Tout tu travailles avec une copie. Et la zone d'index, ça, c'est juste une liste de fichiers. Donc, en résumé, Git, c'est un logiciel de gestion de version. Il peut être utilisé localement seulement, puis c'est ça que nous, on va faire dans le cours. Il va gérer sa propre BD. Tu peux avoir plusieurs projets qui vont avoir chacun leur repository ou leur dépôt séparé. Chaque projet peut compter plusieurs versions qui sont nos instantanés de projets dans le temps. Donc,
comment on utilise Git? Puis on va le voir tantôt, là, right, on s'en vient, on va être capable de taper des commandes. Donc, dans un premier temps, quand tu utilises Git, tu crées bien naturellement ton fichier de travail. Un coup que tu as créé ton répertoire de travail, tu fais la commande Git init pour initialiser Git. Bon, ensuite, tu édites tes fichiers. La prochaine commande que tu vas faire, c'est un Git add. Point. Point, ça veut dire ajoute tous les fichiers de mon répertoire dans la liste des fichiers à suivre par Git. L'index, le staging area. Puis ensuite, quand tu es rendu à quelque chose, tu dis OK, je voudrais sauvegarder l'état de mes fichiers, tu vas faire un git commit. Ça va pousser les fichiers. Ça t'en laisse la copie, là, ça ne te les enlève pas de ton répertoire de travail, mais ça envoie la copie dans la base de données de Git, un peu comme le commit d'Oracle. Ça, c'est ce qu'on va faire tantôt, mais avant de travailler avec Git, on va terminer notre petit caout. Et c'est parti! Oh, Lucky le Muir s'est rapproché. Qui suis-je? 24 B9 DR6 55 2 3. Je suis un peu déçu, il n'y a personne qui a choisi ma réponse qui était un numéro de carte de crédit martien parce que les martiens ils ont compris qu'un nombre SHA 1, ça ne se copiait pas. Alors moi, j'aimais beaucoup cette réponse-là. Mais vous avez raison, c'est en fait la somme de contrôle SHA d'une sauvegarde Git. Faites-vous-en pas, ceux qui ont pensé que c'était un jeton d'identification GitHub. Non. Puis vous allez en voir assez de ces fichiers-là que vous allez en avoir, vous allez savoir ce que c'est dans le temps. Donc, c'est un gros nombre hexadécimal dont Git se sert pour identifier uniquement chacune de vos entrées. Et dernier, sinon le moindre, et c'est Lucky le Muir qui mène avec 10 800. Quelle est la seconde étape d'utilisation de Git qu'on a vu tantôt? Est-ce que c'est un git commit, un git branch, un git add ou peut-être un git init? Wow! Plus que la moitié de la classe se souvenait de l'ordre. Effectivement, git init, c'est la première étape. C'est pour initialiser votre répertoire. La deuxième étape, on lui dit git add, point pour lui dire, mets sur la liste d'index tous les fichiers qu'on vient de créer dans notre répertoire. Et après ça, git commit, ça va faire la sauvegarde. C'est comme un peu la troisième étape. Et bien maintenant, Lucky le Muir a une avance presque insurmontable. Est-ce que la dernière question va permettre au raccoon souriant de le dépasser? C'est ce qu'on saura dans 30 secondes. Je suis le pointeur Git sur le commit courant. Qui suis-je? Et vous ne l'avez pas vu, soit dit en passant. Eh bien, c'était Ed, quand même bon. 9 personnes qui l'ont eu bon et maintenant, on va pouvoir présenter le grand gagnant du caout d'aujourd'hui. Sur le podium en troisième avec 12 000 points, Mighty Wallaby. Et en deuxième, Smiling Raccoon. Et le premier, c'est
Lucky Lemure! Wouhou! Smooth and Nimble, vous avez quand même fait une bonne job. OK. Silence. On achève la partie qui n'est pas pratique pour tranquillement, pas vite, tomber à la partie pratique et je vais démarrer une machine virtuelle Windows pour avoir le même interface que vous. Comme ça, on ne travaillera pas sur des trucs différents, on va travailler sur la même interface. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas installé GitHub Desktop sur leurs appareils? Vista? C'est pas grave, Vista. Donc, Mac, aucun problème à mort. Je travaille avec ça régulièrement. Puis il est déjà là, tu n'as rien installé. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas installé, 1, 2, 3, point Git. Faites une recherche GitHub Desktop. Comme je vais vous taper. Tapez GitHub Desktop, vous allez avoir GitHub Desktop Download. Et moi, durant ce temps-là, je vais vous partager. Est-ce que tout le monde voit mon écran Windows 10? Qui ne dit mot consent? Parfait. Alors, ceux qui ne l'avaient pas téléchargé, je vais vous demander de le télécharger et vous allez voir que c'est somme toute relativement facile. Et là, je vais juste fermer ça ici. Ça. GitHub Desktop Download. À mort, t'as un bon sens de l'humour. Alors, installez GitHub Desktop, vous cliquez là-dessus, c'est next, c'est relativement simple. Un coup que vous l'avez installé, la première commande à faire, allez dans votre recherche ici et faites git bash. Et vous cliquez sur Git Bash. Mais monsieur, ça a l'air d'une ligne de commande? Ben, félicitations. C'est une ligne de commande. Non, pas besoin de créer un compte GitHub tout de suite, Riyad. On va le créer un peu plus tard. En ce moment, tu as juste besoin d'installer GitHub Desktop. Puis l'installation de GitHub Desktop installe automatiquement un Git Bash qui est en fait un shell bash. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer que vous avez fait un petit peu de Linux dans vos cours de première et de deuxième session? Oui, on en a fait. Donc, vous avez déjà vu une ligne de commande et Git Bash, ça vous donne le même type d'environnement que la ligne de commande traditionnelle, soit un shell Linux. Alors là, je vais laisser à peu près... Je trouve pas le guide bash. Attends ici. Moi aussi, je trouve pas. Quand tu fais git bash comme ça, il ne trouve rien? Non. Non, ça trouve rien. J'ai GitHub, mais je n'ai pas Git Bash. Est-ce que tu as un Windows 10, Priscille? Oui. Je l'ai pas non plus. Je l'ai pas. Moi aussi. Windows 10, moi aussi, ça marche pas.
Eh bien, on fait une petite recherche, c'est pas grave. Git bash download. Allez ici sur Git SCM. C'est pas GUI qu'on veut. Et allez-y avec ça. C'est quand même pas un gros fichier, c'est 44 MB. Est-ce qu'il y en a dont le Git bash est installé automatiquement par Git Desktop? Oui. Non. Je le sais pas, je suis en train de le faire sur Linux. Ah, sur Linux, tu peux, ceux ou celles qui sont sur Linux, là, tu peux directement le faire à partir des packages standards. Là. Ouais, c'est ça que je fais. OK. Si vous... apt-get, si tu es sur un Debian, là, apt-get git, puis tu l'as. J'ai comme raté une étape. Ah, c'est pas grave, tu recommences. Je suis sur Git Batch Download. C'est quoi ce que je dois prendre? Regarde ici, mon écran partagé, puis Ouais. c'est celui qui est sur Git SCM Download Win. Regarde, si je reviens ici, là, Git Download, Git SCM, un coup que tu cliques ici, dans le petit écran d'ordi, Download 2.26 pour Windows. Ceux qui n'ont pas de Git bash, faites donc Git, trait d'union, version. Vous devez avoir un CMD. Tapez ici là, dans le CMD. Si vous faites Git version, moi j'ai Git version 2.25 pour Windows. C'est bon pour moi, mon terminal est ouvert. Ton Git bash? Oui, le terminal du Git Batch. Ça, non, c'est après que tu aies téléchargé le Git SCM download ici? Ouais. Parfait. André, le texte éditeur que je te recommande, là, c'est VS Code pour Microsoft Visual Code. À ne pas confondre avec Microsoft Visual Studio. Ce qu'on va utiliser dans ce cas-ci, c'est Microsoft Visual Code. Et ça aussi, tu peux taper ici. Ça a l'air de ça, Microsoft Visual Code. Donc, on a besoin des deux pour faire nos exercices.
Alors, si vous n'avez pas téléchargé et installé Visual Studio Code, by the way, Visual Studio Code, ceux qui sont sur Linux, vous allez chercher ce que je vais vous montrer. C'est OSS, non? Exactement, c'est code trait d'union OSS, si tu veux, là, Melthead. Code.headmelted.com ici, là. Je l'ai installé sur mon Pi, ça va super bien. Et ça te donne la même interface. Ceux qui ont un Mac, il n'y a pas de problème. Visual Studio Code est aussi disponible sur Mac. Alors, est-ce que tout le monde a installé Code et le command line de Git? Alors, on va tranquillement, pas vite. La première job à faire, c'est une commande que vous avez dû apprendre, une des premières en Linux. C'est la commande pwd pour Print Working Directory. C'est où vous vous situez. Alors ici, on est sur notre disque C dans Users Jeff Brother. Vous, il s'appelle peut-être utilisateur Ariane ou il n'y a pas de problème. On va premièrement se créer un sous-répertoire avec la commande mkdir. Puis là, on va l'appeler test git. Ça va être notre répertoire de travail pour faire notre projet. Un coup que vous avez créé le répertoire, vous pouvez aller dedans avec la commande cd pour change directory. Et vous pouvez faire ls. Puis là, vous voyez qu'il n'y a rien dans le répertoire de travail. Donc, ce répertoire-là, pour le moment, on va s'en servir comme premier dépôt local. Et la commande pour faire votre premier dépôt, c'est git init. Et là, tout d'un coup, il y a une petite magie qui vient d'arriver. Voyez-vous qu'il a créé un répertoire et il m'a rajouté master. Ça veut dire que je suis sur la branche principale de mon projet. Et si vous faites ls, vous ne verrez rien. Mais si vous faites ls-a pour voir tout, vous allez voir qu'il y a un sous-répertoire qui s'appelle .git qui a été créé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait à quoi ça sert les répertoires point et point? Le .git, ça je viens de vous dire, mais on voit qu'il y a deux autres répertoires en faisant ls-la. Il y a le répertoire point et le répertoire point. C'est le répertoire parent et courant. Point, c'est le répertoire courant. Point, c'est le répertoire au-dessus de moi. Et là, on va aller faire un tour dans Git pour voir s'il y a quelque chose. cd.git. Le point est important parce que c'est la façon de cacher les répertoires. Là, habituellement, on ne le voit pas, le point .git. Là, je suis dedans.
Puis d'ailleurs, il me le dit, attention, tu es dans le répertoire de Git avec un point d'exclamation. Si on fait un ls, on va voir premièrement ce que je vous ai parlé tantôt rapidement dans le Kahoot. Head, ça c'est vraiment le pointeur sur le commit courant. On a le fichier de configuration et on a les objets. On peut aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les objets. Il ne doit pas avoir grand-chose, que je n'ai rien sauvegardé. Oui, laissez là, tu devrais voir tes fichiers cachés. Et on voit qu'il y a deux autres répertoires. Tantôt, on va revenir le voir. Là, ce que je vous suggère, c'est de remonter deux fois. Donc, cd espace point point et cd espace point point. Alors, on est revenu dans notre répertoire test Git qui est maintenant initialisé avec la commande gitinit. La façon la plus simple pour commencer à se créer une petite page web, ça va être de taper code, ceux qui sont sur Linux, là, code-OSS, je crois, puis rajouter point. Il va vous ouvrir le répertoire courant dans votre éditeur de code. Et là, en ce moment, on n'a pas de fichier. On va fermer la page de bienvenue. Et regardez ici, sous Test Git, vous avez des petits icônes. Nous allons l'appeler allo.html. Retour. Et là, la façon la plus rapide de créer du HTML, vous faites et voyez-vous, ça ouvre et vous choisissez HTML5 ici, le troisième. Vous allez aimer ça, ça va tout créer votre page. Alors, dans le body de notre page HTML, on va rajouter un tag H1 qui est un en-tête. Oups, excusez, H1. Comment vous avez fait pour générer le code comme ça? Ah ah! Bouge pas, je vais te le écrire dire. HTML. Ah, ok. Ouais. HTML, pilote choisi, HTML5. C'est cool, hein? Effectivement. Et Alt, H1, ferme, et il te met ton. Il t'a suivi ton tag H1 tout seul après que tu aies mis le premier? Parce que ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai rajouté, moi, qui s'appelle autoclose dans mes extensions. Donc, ça va être écrit en gros, et on va dire. Non, ça ne me le met pas automatiquement. OK, je vais vous montrer. Bonjour la classe. Alors, c'est une première page web que nous avons créée. Vous pouvez faire un file. Save. Habituellement, non. Walter, est-ce que tu as installé Microsoft Visual Code? Sinon, tu vas le télécharger. OK, ben, tu peux le partir manuellement en allant dans tes programmes puis en démarrant Visual Code. Puis la première fois que tu vas sauvegarder, va-t'en, fais File, Save As, puis va-t'en dans ton répertoire dans C User Test Git. Alors, un coup que c'est fait, on sauvegarde, File Save. On revient ici et on va faire un ls. Voici notre fichier-là. Vous voyez allo.htm, tout le monde est heureux?
Et là, vous allez faire la commande git add point. Et étant donné que c'est une page qui devrait fonctionner, mais avant, habituellement, là, quand tu fais un git commit, tu t'assures au moins du fonctionnel. Alors, tu peux faire Reveal in File Explorer. Ça va te l'ouvrir ici. Et double-clic pour l'ouvrir dans ton navigateur. Là, on sait que notre fichier fonctionne. On l'a fait comme il faut. Donc, on peut faire notre git commit. Et là, il vous a ouvert l'éditeur pour vous dire « Hey, tu ne m'as pas mis de message! » Alors, ça va être première sauvegarde du projet Allo Class. Excusez-moi, vous êtes allé un peu vite. J'ai pas compris qu'est-ce qu'on doit faire pour le save. Pas de problème, je vais te le faire plus facile. Git commit -m pour un message et mets entre guillemets le message première sauvegarde du projet. Alors là, ça, ce que ça va faire, ça va prendre le fichier qu'on avait mis à l'index avec le git add et ça va le sauvegarder dans la base de données de Git. Et on va aller s'en donner la preuve. CD dans notre répertoire caché de Git. Après ça, CD OBJECTS LS. Et voyez-vous, ici, j'ai le début de mon hash number qui était immense, là, 8, 8, il est ici. CD 88. Et ça, c'est le reste de mon numéro 005997. Si je le mets au long. Andrei, le git commit, il t'a ouvert l'éditeur. C'est ça que tu me dis que t'es pris? Si t'es dans l'éditeur, là, ferme le petit onglet après avoir tapé le message sur la première ligne, puis dis sauvegarde à oui, tu vas sortir du git. Ou si tu as mis juste git commit et tu n'as rien fait, tu peux aussi faire CTRL-C pour sortir de ton git commit.